Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du film de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant, sorti en 2004. Hayao Miyazaki est connu pour faire des films sur des femmes fortes et indépendantes, et cette œuvre ne va pas en être une exception. C'est donc l'histoire de Sophie, une jeune chapelière de 18 ans. Elle a repris la boutique de chapeaux de son père décédé, et elle va se retrouver dans une folle aventure par pur hasard avec le magicien Aoru, et elle fera la rencontre de Marco, apprenti magicien, et de Calcifer, démon du feu. Sophie, c'est une jeune fille qui a peu confiance en elle. Elle se trouve pas jolie et elle vit à travers le reflet des autres. Elle se compare beaucoup à sa sœur qui elle est très stéréotypée, blonde, aux yeux bleus, forte poitrine, charmeuse, tandis qu'elle est brune, aux yeux marrons, plutôt petite. Peu de formes dites féminines. Au tout début du film, elle est plutôt introvertie, elle reste tout le temps cloîtrée chez elle, elle n'aime pas forcément trop, elle n'aime pas avoir d'interaction sociale, vraiment, voilà, elle se comporte comme une petite vieille au début. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça n'a rien de péjoratif, moi-même je me comporte comme ça. Mais au fur et à mesure que le film avance, on va voir qu'elle cache au fond d'elle un fort tempérament et qu'elle est même plutôt impulsive. Sophie, elle va vraiment dire tout ce qu'elle pense et sans filtre. Vraiment, très rapidement, elle va se mettre à dire tout ce qu'elle pense sans filtre. Sophie, suite à sa rencontre avec Aoru, elle se verra maudite par la sorcière des Landes qui, elle, est folle amoureuse du magicien, et du coup, elle va se méprendre sur leur relation et elle sera jalouse. Alors pour se venger, elle va la maudire. Elle sera donc condamnée à demeurer une vieille dame. Au fur et à mesure du film, on se rend compte que cela reflète son image intérieure. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'elle se comportait comme une petite vieille, voilà, c'est pour ça. Et l'image qu'elle a d'elle-même. En effet, comme je l'ai dit, Sophie n'a aucune confiance en elle et elle se trouve laide. De ce fait, elle n'envisage pas un seul instant qu'un homme puisse se retourner sur elle et potentiellement la charmer, la draguer ou quoi que ce soit. Pourtant, elle se fait sauver par Aoru, alors qu'elle est en train de se faire draguer dans la rue lourdement par un soldat. Et Aoru, il va venir et il va vraiment la prendre dans ses bras, et ensuite ils vont marcher ensemble et il va lui dire: excuse-moi de te mêler à ça, parce qu'il se fait pourchasser par les hommes de main de la sorcière des Landes, justement. Du coup, cette réaction qu'elle a, ça met en lumière, je trouve, la vision que l'on a de nous-mêmes peut complètement obstruer le reste. Par exemple, Sophie, elle est tellement persuadée d'être laide et elle est tellement persuadée qu'aucun homme ne pourrait la charmer qu'elle ne se rend pas compte que cet homme était en train de la charmer, en fait. Elle a juste l'impression que ce gars est lourd et puis c'est tout. Mais elle à aucun moment elle se dit: ce gars me drague. Mais Sophie, elle est très indépendante, parce qu'elle n'aura pas peur de partir après cette malédiction pour éviter de mettre sa famille dans cette aventure assez folle. Et du coup, pour les protéger, elle va décider de partir. Surtout que Sophie, sa malédiction, elle ne peut pas en parler. Elle est incapable dès qu'elle veut en parler, sa bouche se scelle et elle ne peut plus dire un seul mot. Alors elle va partir. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va devenir la femme de ménage de Aoru. Enfin, elle va s'imposer femme de ménage de Aoru. Et ils vont finir par devenir amis d'abord. Et alors Sophie, va aller défendre Aoru auprès de Sullivan, qui est la magicienne du roi, en fait, la principale magicienne du royaume. Et ce royaume-là est en guerre. Et elle y rencontre la sorcière des Landes et lui demande de lever la malédiction. Ce à quoi elle lui répondra qu'elle en est incapable, que c'est une sorcière, que son boulot c'est de lancer des sorts, pas de les lever. Et du coup ça met en évidence quelque chose. C'est que la sorcière des Landes a juste fait tomber le masque de Sophie. En fait, elle est le reflet de son état de pensée, car Sophie est devenue vieille parce qu'elle se comporte en vieille, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. D'ailleurs, au fur et à mesure que le film avance, son apparence va évoluer. Elle sera tantôt jeune, tantôt vieille. En fait, en fonction de son état de pensée, de son état émotionnel, son état physique changera. Parfois, vous allez voir que dans le film, elle est jeune et on ne comprend pas pourquoi. Et ensuite, elle redevient vieille et on ne sait pas pourquoi. On se dit: mais mince, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'est juste parce que plus elle devient
À chaque fois qu'elle devient jeune, c'est quand elle est en train de s'accepter au fur et à mesure. Et elle redevient vieille au moment où elle refoule ses sentiments. En fait, Sophie, sa malédiction, pour arriver à la lever, il faut qu'elle arrive à prendre conscience de qui elle est réellement et qu'elle arrive à retrouver la vraie Sophie. Et là, à partir de ce moment-là, la malédiction sera parfaitement levée. Mais il n'y a qu'elle qui peut la lever, personne d'autre ne peut le faire. Maintenant, nous allons parler un petit peu de Haoru. Lui, il souffre d'à peu près la même chose. Il se définit lui-même comme étant un froussard. Il ne sait pas prendre position dans cette guerre et il ne le veut pas également. Et au fur et à mesure que l'œuvre avance, on se rend compte qu'en fait, il faut vraiment être très courageux pour ne pas prendre position. Parce que lui, il veut rester fidèle à ses convictions, c'est-à-dire d'être pacifique. Et il faut quand même beaucoup de courage pour tout envoyer valser et dire non, moi je resterai neutre, je ne peux pas prendre position parce que je veux pas être le méchant de quelqu'un, en gros. Haoru, il veut rester fidèle du coup à ses valeurs. Alors ça va mettre en évidence que l'absurdité d'une guerre en règle générale, et le magicien ne voit aucun allié en fait dans cette querelle. D'ailleurs, pour mettre en évidence cette absurdité, à un moment, il y a un vaisseau qui survole la ville et Sophie va demander à Haoru si c'est un allié ou un ennemi. En fait, elle ne sait pas si le vaisseau est allié ou ennemi. Et Haoru, il va répondre à cela que ça importe peu en fait. Et ça va donc montrer que tout dépend du point de vue. En fait, si on se met du côté adverse, c'est nous les méchants. Ça dépend de votre point de vue. Et alors, Haoru, lui, il sort tous les soirs en tant qu'oiseau démoniaque, un petit peu. Il a une allure très sinistre. C'est une espèce de gros oiseau, tout avec des plumes très noires. Quand il saigne, c'est presque, on dirait, du goudron. Il a une allure vraiment très sinistre. Et il va sortir tous les soirs pour aller détruire les vaisseaux, alliés comme ennemis. Parce que, comme je l'ai dit, il ne veut pas prendre parti. Mais cela, ça va vraiment profondément agacer Sullivan, qui, elle, lui a demandé de prendre parti pour elle, ce qu'il a refusé. C'est le pourquoi Sophie est allée le défendre également. Et alors Sullivan, elle décide de le punir en lui envoyant ses sbires pour l'attaquer et le blesser. Haoru, lui, il va mûrir tout au long de l'œuvre, tout comme Sophie d'ailleurs. Et on le découvre plutôt enfantin et capricieux au début. Et il s'emporte pour une simple erreur de potion qui va modifier la couleur de ses cheveux. Et il va devenir un homme épanoui et courageux. Revenons sur la couleur de ses cheveux. Haoru est connu pour voler le cœur des femmes. On peut donc comprendre que c'est un tombeur. Mais le problème avec Haoru, c'est qu'il mise tout sur son apparence. Et notamment sur ses cheveux. En fait, il a l'impression que quand ses cheveux changent de couleur, il n'est plus beau et son monde s'écroule. Parce que pour lui, il n'est que ça. Pour lui, Haoru, ce n'est qu'un physique. Et alors, il s'écroule quand il se rend compte que ses cheveux ont changé de couleur et que, pour la première fois de sa vie, il se trouve laid en fait. Et du coup, en fait, le problème avec Haoru, tout comme Sophie, c'est qu'ils sont bloqués dans le reflet que les autres leur renvoient. En fait, il faut toujours qu'ils soient beaux dans le reflet du regard de l'autre. Calcifer, quant à lui, c'est une métaphore. Haoru se débarrassait de son cœur en le donnant à un démon du feu. Le feu, ça peut symboliser la passion, vous voyez. Et en se débarrassant de cet organe vital, vu comme une métaphore également, il va s'assurer de ne s'attacher à personne. Parce que là, en fait, le cœur, il va représenter les sentiments. Et alors, en donnant son cœur à Calcifer, il emprisonne ses sentiments et il s'empêche de ressentir quoi que ce soit. Mais en même temps, Calcifer, il représente le désir et le désir d'être aimé. Haoru désire d'être aimé. Il a peur d'être aimé, mais il le désire profondément. Calcifer, lui, il veut que Sophie, elle arrive à lever la malédiction, le pacte qui a été créé entre lui et Haoru. Mais elle en est incapable de lever cette malédiction parce que c'est que Haoru qui peut lever cette malédiction en acceptant ses sentiments. D'ailleurs, la malédiction, elle est levée à la fin du film au moment où en fait Sophie, elle lui tend son cœur. Du coup, en gros, c'est comme si elle lui avouait ses sentiments et qu'elle lui demandait de la réciprocité des siens. Et là, il prend le cœur et il le remet à sa place, en fait, là où il doit être. Rodin, tu laisses ça! Ça suffit. Tu mets pas ça sur la table. C'est dégueulasse. Pardon.
Du coup, il prend son cœur et il le remet à sa place, là où il devrait être. Et en fait, c'est une métaphore, ça veut dire qu'il accepte les sentiments de Sophie et qu'il accepte de les lui rendre. Il accepte ses propres sentiments également. Et il accepte de ressentir quelque chose, quoi que ce soit de la peine, de la joie, de l'amour, il accepte. D'ailleurs, il prend son cœur, il ne prend pas son cœur d'une main, il prend son cœur à deux mains. Et alors on pourrait parler de prendre son courage à deux mains, qu'il faut beaucoup de courage également pour accepter ses sentiments et accepter de les vivre correctement. Vous avez compris un petit peu la complexité de cette œuvre. Ils souffrent tous deux de leur apparence et ils vivent à travers le regard d'autrui. Ils veulent s'aider mutuellement, mais ils ne peuvent pas le faire à la place d'autres. Alors ils vont s'épauler tout au long de l'œuvre, tout en espérant secrètement qu'ils y arrivent. Et au final, ils vont réussir à s'avouer les sentiments et à s'accepter tels qu'ils sont. En fait, le château ambulant, c'est plus une quête identitaire où chacun essaie de trouver où chacun fait son petit bout de chemin et essaie de trouver sa propre voie. La guerre, quant à elle, est une métaphore sur la souffrance que cela peut occasionner, la souffrance du regard de l'autre et arriver à se forger son propre caractère. Parfois on peut tomber, mais le plus important c'est de se relever. Et ça, c'est ce que va nous montrer la guerre. Notamment, Sullivan va nous montrer, elle, l'intensité du regard de l'autre et le fait de l'insistance sociale à être quelqu'un qu'on nous impose d'être, en gros. Et alors Aourou, lui, va montrer à quel point il faut être courageux d'accepter qui on est et de vivre selon cette loi-là. La sorcière des Landes, quant à elle, elle sera davantage l'autre facette de la thérapie. Ce côté un petit peu dur, un petit peu violent, quand vous faites une quête identitaire, vous allez trébucher, et vous allez vous dire mince, je suis comme ça et tout. Et en fait, du coup, elle lève le voile sur Sophie. Sophie se rend compte à quel point elle se comporte pas comme une fille de son âge finalement, mais que finalement, elle accepte ça. Elle accepte de ne pas se comporter comme une femme de son âge, comme une fille de son âge, elle accepte ça, elle accepte d'être différente et c'est comme ça que la malédiction va se lever et elle accepte son physique et finalement elle se trouve jolie et elle arrive du coup à exprimer ses sentiments envers Aourou qui les accepte et lui il arrive à faire de même avec elle. Cela montre donc qu'en fait on ne peut pas être aimé correctement tant que nous-mêmes on ne s'aime pas, que tout passe par nous-mêmes finalement. Et on ne peut pas changer l'autre, si l'autre change, c'est qu'il l'a désiré. On peut l'aider dans cette quête, mais on ne peut pas le faire à sa place. C'est tout. Et alors moi c'est vraiment ce que j'ai compris de cette œuvre. Après peut-être que vous aurez compris autre chose, n'hésitez pas à me le dire, la section commentaire est à vous. N'hésitez pas à me dire vos théories là-dessus. Après à savoir que je n'ai pas parlé de tout. Comme les deux précédentes vidéos et comme les futures, je fais toujours une petite analyse supplémentaire que je n'ai pas faite ici sur TikTok. Généralement, ce sont des vidéos entre 1 et 3 minutes où je parle soit de théorie, soit d'un sujet non abordé, soit de petits fun facts ou quoi que ce soit. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, notamment TikTok si vous voulez quelque chose de plus complémentaire. Et pardon, mon chien fait n'importe quoi. Il est temps que je finisse cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et Facebook. On va voir, on s'amuse bien. Et n'hésitez pas à me mettre, qu'importe sur le réseau social, n'hésitez pas à me mettre un thème que vous voulez que j'aborde, un personnage, un film en particulier, ou une série, ou vraiment un personnage précis que vous voulez voir. N'hésitez pas à me le dire et je ferai au mieux pour le faire. Après, je ne pourrais pas forcément le faire immédiatement parce que si par exemple vous me demandez un personnage de One Piece, je n'ai jamais vu One Piece, oui, honte à moi. Alors c'est vrai que ça me prendra du temps, le temps de regarder un petit peu One Piece, de faire des recherches et compagnie. Voilà, alors n'hésitez surtout pas à me faire part de vos idées et je vous dis à bientôt. Bye.